Que feriez-vous si vous saviez que vos enfants allaient vivre une vie de torture, si vous saviez qu'ils seraient fouettés, violés, vendus comme des animaux? Une mère esclave a pris la décision la plus extrême de l'histoire. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi. C'est l'histoire la plus bouleversante que vous ayez jamais entendue. Mais avant, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Le vent froid de janvier coupait le visage de Margaret comme une lame, tandis qu'elle observait ses 3 enfants jouer sur le sol en terre battue de la case. Mary, 6 ans, fabriquait des poupées en maïs pour divertir Samuel, 4 ans, tandis que Scylla, encore bébé de 9 mois, dormait paisiblement dans ses bras. C'était une scène de tendresse maternelle qui contrastait brutalement avec les pensées sombres qui rongeaient l'esprit de cette jeune mère de seulement 22 ans. Margaret Garner savait que ses jours de paix étaient comptés, et plus importante encore, elle savait que les jours d'innocence de ses enfants touchaient aussi à leur fin. La plantation Richwood, située dans le comté de Boone, dans le Kentucky, ressemblait à tant d'autres propriétés esclavagistes du sud des États-Unis au milieu du 19e siècle. Des champs de tabac s'étendaient à perte de vue, ponctués de cabanes misérables où vivaient les biens humains du maître Archibald K. Gaines. C'était un monde où les enfants naissaient déjà condamnés, où les mères étaient séparées de leurs bébés comme des vaches de leurs veaux, où les filles de 12 ans mûrissaient sous le regard prédateur des maîtres blancs. Margaret était arrivée dans cette propriété à 16 ans, déjà enceinte de Mary, achetée pour $400, l'équivalent d'environ $15 000 aujourd'hui, d'une plantation voisine. Elle n'avait jamais su exactement qui était le père de sa première fille. Cela aurait pu être l'ancien propriétaire qui la visitait souvent dans sa cabane. Cela aurait pu être le contremaître qui considérait le viol des jeunes esclaves comme un bonus du travail, ou peut-être le fils adolescent du planteur qui devait apprendre sur les femmes et utilisait pour cela les esclaves comme matériel pratique. Pour Margaret, cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était que Mary existait et qu'elle l'aimait plus que sa propre vie. Au cours des années suivantes, Margaret épousa Robert Garner, un esclave fort et travailleur de la même plantation. Ensemble, ils eurent Samuel et Scylla, une famille construite dans les circonstances les plus adverses possibles, mais une famille malgré tout. Robert travaillait dans les champs du lever au coucher du soleil, tandis que Margaret s'occupait de la grande maison, préparait les repas, lavait le linge et élevait les enfants dans le peu de temps qui lui restait. Mais en 1856, tout commença à s'effondrer. Archibald K. Gaines était en faillite. Les dettes s'accumulaient comme des nuages d'orage à l'horizon, et la seule issue qu'il voyait était de liquider ses biens les plus précieux, les esclaves. Margaret l'apprit parce que, comme tant d'esclaves domestiques, elle était pratiquement invisible aux yeux des Blancs lorsqu'ils discutaient affaires. Elle était là, servant le thé, nettoyant la table, nourrissant les enfants blancs, mais pour eux, c'était comme si elle n'avait ni oreille ni cerveau. C'est ainsi qu'elle entendit la conversation qui changea tout. « J'ai besoin d'au moins $3000 d'ici mars », dit Gaines au marchand d'esclaves qui avait visité la plantation. La famille de Robert vaut ça, facilement. L'homme est fort, travaille bien, la femme est bonne à la maison, sait cuisiner, coudre, et les enfants, eh bien, la fille est déjà en âge de rapporter. Le sang de Margaret se glaça dans ses veines lorsqu'elle réalisa qu'elle entendait parler de la vente de sa propre famille. Mais le pire restait à venir. « La fille est jolie », dit le marchand, examinant Mary comme si c'était un animal. De beaux cheveux, une peau claire. Elle fera une bonne reproductrice dans quelques années. Je peux obtenir 500 rien que pour elle. Le garçon a aussi du potentiel. De forts bras, même s'il est jeune. Et le bébé? Un bébé noir se vend toujours bien, surtout une fille. On peut la former comme on veut. Margaret dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'évanouir. Il parlait de vendre ses enfants séparément. Mary serait vendue pour être élevée comme reproductrice, un terme poli pour désigner les esclaves destinés exclusivement à produire d'autres esclaves par des viols systématiques. Samuel irait travailler dur dans quelques plantations lointaines. Et Scylla serait façonnée dès son plus jeune âge selon les désirs de son futur propriétaire. Cette nuit-là, Margaret ne put pas dormir. Couchée sur la paille humide de la case, elle regardait ses enfants dormir et essayait d'imaginer ce que serait leur vie sans elle. Mary, qui jouait encore à la poupée, serait violée à plusieurs reprises jusqu'à tomber enceinte. Samuel, qui pleurait encore quand il se blessait, serait fouetté jusqu'à apprendre à ne plus montrer sa douleur. Scylla, qui tétait encore à son sein, grandirait sans jamais connaître l'amour maternel.
C'est cette nuit-là que Margaret prit la première décision qui la conduirait à la tragédie. Il devait fuir. Fuir l'esclavage en 1856 n'était pas seulement dangereux, c'était presque impossible. La loi sur les esclaves fugitifs, adoptée en 1850, stipulait que les esclaves fugitifs devaient être rendus à leurs propriétaires, même s'ils parvenaient à atteindre des États libres. Toute personne aidant un esclave en fuite pouvait être condamnée à une amende de $1000, une fortune à l'époque, et risquait la prison. Mais Margaret savait qu'il n'avait qu'une seule chance, traverser le fleuve Ohio et atteindre Cincinnati, dans l'État libre de l'Ohio, où des abolitionnistes étaient prêts à les aider. La distance n'était que de quelques kilomètres, mais cela pouvait très bien être de l'autre côté du monde. Pendant des semaines, Margaret et Robert planifièrent à voix basse. Ils savaient que d'autres esclaves de la plantation voulaient aussi s'enfuir, les parents de Robert, Simon et Mary Garner, et une jeune fille nommée Eliza avec son bébé. Ensemble, ils auraient de meilleures chances. Le plan était simple. Par une nuit d'hiver, lorsque l'obscurité tomberait plus tôt, ils fuiraient à travers la forêt, traverseraient le fleuve gelé et chercheraient refuge à Cincinnati. Margaret cousit des vêtements plus chauds pour les enfants, les cachant sous le matelas de paille. Robert mettait de côté un peu de nourriture chaque fois que possible. Mais Margaret fit une chose de plus que personne ne savait. Elle aiguisa un couteau de cuisine et le cacha parmi ses vêtements. Lorsque plus tard, on lui demanda pourquoi elle avait fait cela, sa réponse fut simple et terrifiante, au cas où nous ne parviendrions pas à atteindre l'autre rive. La nuit du 27 janvier 1856 était particulièrement froide. Le fleuve Ohio avait gelé par endroits, créant des ponts naturels de glace qui pouvaient permettre de traverser à pied. C'était l'opportunité qu'ils attendaient. Vers 2 heures du matin, alors que même les chiens de la plantation dormaient, Margaret réveilla doucement ses enfants. « Nous allons faire un petit voyage », chuchota-t-elle à Mary, qui, encore endormie, demanda où ils allaient. « Dans un endroit où vous pourrez jouer quand vous voudrez », répondit Margaret. Ce n'était pas un mensonge. Dans sa tête, la liberté ou la mort étaient les seules façons pour ses enfants de jouer sans peur. Le groupe de 9 personnes, Robert et Margaret avec leurs 3 enfants, les parents de Robert et Eliza avec son bébé, quitta silencieusement les cases. Margaret portait Scylla dans ses bras, tout en tenant la main de Samuel. Mary, l'aînée, marchait aux côtés de son père. La forêt était mortellement silencieuse. Chaque branche qui craquait sous leurs pieds résonnait comme un coup de feu. Chaque pleur étouffé d'un bébé semblait un cri d'alerte. Ils marchèrent pendant des heures, suivant des sentiers d'animaux, évitant les routes, s'arrêtant à chaque bruit suspect. Lorsqu'ils atteignirent enfin les rives de l'Ohio, le fleuve était partiellement gelé. Des plaques de glace flottaient sur l'eau sombre, créant un pont instable mais possible. Robert testa la glace avec précaution, elle supporterait leur poids, mais ils devaient se déplacer rapidement. La traversée fut un cauchemar. La glace craquait sous leurs pieds, l'eau glaciale trempait leurs vêtements. Les bébés pleuraient de froid. Margaret glissa 2 fois, manquant de tomber dans l'eau avec Scylla dans les bras. Samuel pleurait doucement, les pieds gelés. Mary, essayant d'être courageuse comme seule une fillette de 6 ans peut l'être, serrait la main de son père avec force, tandis que la glace grinçait et craquait sous eux, mais ils y parvinrent. De l'autre côté du fleuve, sur le sol libre, ils se serrèrent dans les bras et pleurèrent. Pendant quelques instants, ils crurent avoir réussi, que leurs enfants seraient libres. À Cincinnati, des abolitionnistes les accueillirent et les conduisirent dans une maison sûre de la Kite Street. Levi Coffin, connu comme le président du chemin de fer clandestin, veilla personnellement à ce qu'ils soient en sécurité. Margaret donna à ses enfants un bain d'eau chaude pour la première fois de leur vie. Ils mangèrent jusqu'à se rassasier. Mary demanda si elle pouvait jouer dehors, et pour la première fois, Margaret dit oui sans peur. Pendant 17 heures, ils furent libres. Archibald Gaines découvrit la fuite le lendemain matin. Sa réaction ne fut pas de tristesse pour la perte de personnes qu'il connaissait depuis leur enfance, mais de rage pour la perte d'une propriété précieuse. Il organisa immédiatement un groupe de capture. Des députés fédéraux, des chasseurs professionnels d'esclaves fugitifs et des chiens renifleurs entraînés à suivre les traces humaines. La loi sur les esclaves fugitifs était du côté de Gaines. Peu importait que les fugitifs soient sur un sol libre, il restait sa propriété
et toute autorité fédérale était obligée de participer à leur capture. Le groupe de chasse suivit facilement la piste. 9 personnes traversant une forêt en hiver laissent des traces évidentes, surtout lorsque certaines sont de jeunes enfants. Les chiens flairèrent les vêtements laissés dans la case et suivirent l'odeur jusqu'à Cincinnati. Le matin du 28 janvier, la maison de la Kite Street fut encerclée. Margaret nourrissait Scylla lorsqu'elle entendit les aboiements des chiens. Robert jouait avec Samuel et Mary sur le sol du salon. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis vinrent les cris « Levez les mains, vous êtes encerclés !» C'est à ce moment-là que Margaret sut que tout était perdu. Il n'y avait nulle part où fuir, nulle cachette possible. En quelques minutes, ses enfants seraient de retour entre les mains d'Archibald Gaines. Et cette fois, il ne prendrait aucun risque. Les enfants seraient vendus immédiatement, dans des lieux si éloignés qu'ils ne se reverraient jamais. Margaret regarda Mary, qui avait cessé de jouer, et la fixait avec des yeux effrayés. Elle regarda Samuel, qui commençait à pleurer doucement. Elle regarda Scylla, qui tétait paisiblement, inconsciente du danger. Et elle prit la décision qui la hanterait pour le reste de sa vie. Les détails exacts de ce qui se passa dans les minutes suivantes sont contestés par les historiens, mais le résultat est indiscutable. Lorsque les officiers entrèrent finalement dans la maison, ils trouvèrent Margaret couverte de sang, Mary morte sur le sol, la gorge tranchée, Samuel gravement blessé, et Scylla dans les bras de sa mère, également blessée. Selon le témoignage de Margaret lors du procès qui suivit, elle prit un couteau de cuisine lorsqu'elle réalisa qu'il n'y avait aucune issue. Sa première action fut de trancher la gorge de Mary, sa fille aînée, qui approchait de l'âge auquel elle serait vendue pour la reproduction. Elle n'eut même pas le temps d'avoir peur, dit Margaret des années plus tard, lors d'une des rares interviews qu'elle accorda. Je la tins dans mes bras, je lui dis que maman l'aimait, et elle s'en alla en dormant. Samuel, voyant sa sœur tomber, se mit à crier. Margaret le prit et lui trancha également la gorge, mais la blessure ne fut pas fatale. Les officiers arrivèrent avant qu'elle puisse finir le travail, comme elle le dit elle-même. Scylla était en train de téter lorsque Margaret la leva pour répéter l'acte. Le bébé regardait directement sa mère dans les yeux lorsque le couteau descendit, mais, encore une fois, l'arrivée des officiers interrompit le processus. Lorsque les portes furent forcées, Margaret se tenait au milieu de la pièce, tenant le couteau ensanglanté, avec Mary morte à ses pieds et les 2 autres enfants gravement blessés dans ses bras. Sa première phrase aux hommes qui entrèrent fut « Vous êtes arrivés trop tard. Au moins une est libre. » Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle avait fait cela, sa réponse glaça tous les présents. « Je préfère les voir mortes que réduites en esclavage. La mort vaut mieux que l'esclavage. » Margaret fut arrêtée immédiatement, mais pas pour le crime que l'on pourrait imaginer. Selon la loi américaine de 1856, le meurtre d'un enfant esclave n'était pas traité de la même manière que le meurtre d'un enfant blanc. Margaret fut accusée de destruction de propriété, spécifiquement d'avoir endommagé 3 biens d'une valeur d'environ 1 500 $. L'ironie légale était grotesque. Mary était morte, mais légalement, elle n'était que de la propriété endommagée. Samuel et Scylla étaient blessés, mais en tant que propriété, ils ne pouvaient être considérés comme des victimes de tentatives de meurtre. L'affaire fit exploser la presse nationale. Les journaux abolitionnistes présentaient Margaret comme une héroïne tragique, une mère désespérée qui préféra tuer ses enfants plutôt que de les voir souffrir sous l'esclavage. Les journaux pro-esclavage la décrivaient comme une bête sauvage, une preuve que les Noirs étaient des êtres inférieurs incapables de sentiments maternels normaux. Le procès dura plusieurs semaines et attira l'attention nationale. Margaret fut défendue par des avocats abolitionnistes qui tentèrent d'utiliser sa défense pour remettre en question toute l'institution de l'esclavage. Leur stratégie était simple. Si Margaret et ses enfants étaient des êtres humains avec des droits, alors elle protégeait sa famille d'un destin pire que la mort. S'ils n'étaient que de la propriété, alors Gaines ne pouvait pas la poursuivre pour avoir endommagé sa propre propriété. Pendant tout le procès, Margaret ne manifesta aucun remords. Lorsqu'on lui demanda directement si elle regrettait ses actions, sa réponse fut « Si je pouvais recommencer, je tuerais les 4, y compris moi-même. L'esclavage est pire que la mort. » Cette déclaration provoqua un choc dans la salle d'audience. Le procureur la qualifia de « monstre contre nature » et de « bête sans cœur ». Margaret répondit calmement « Le monstre est celui qui achète et vend des enfants.
Le monstre est celui qui viole des filles de 12 ans. Le monstre est celui qui sépare les mères de leurs bébés. Moi, je n'ai fait que sauver mes enfants de devenir des monstres ou des victimes de monstres. Malgré les efforts de ses avocats et le soutien des abolitionnistes à travers le pays, Margaret fut reconnue coupable. Mais sa peine ne fut ni la prison ni la mort, ce fut le retour à l'esclavage. Le tribunal décida qu'en tant que propriété, elle devait être rendue à son propriétaire pour le compenser des dommages causés. Archibald Gaines, cependant, ne voulait pas la reprendre. La publicité négative autour de l'affaire avait fait de Margaret un symbole, et la garder dans sa plantation aurait été un rappel constant de la tragédie. À la place, il la vendit à un marchand d'esclaves, qui la revendit à son tour à une plantation dans l'Arkansas. Samuel et Silas survécurent à leurs blessures, mais furent séparés et vendus à différents propriétaires. Samuel partit pour une ferme dans le Mississippi, où il mourut à 15 ans dans un accident de travail. Du moins, c'est ce qui fut rapporté. Silas fut vendu à une famille en Louisiane et disparut des registres historiques à l'âge de 12 ans. Robert, qui avait tenté de protéger sa famille lors de la capture, fut fouetté publiquement, puis vendu à une mine de charbon en Virginie, où il mourut 3 ans plus tard de problèmes respiratoires. Margaret passa les 22 dernières années de sa vie dans une plantation de coton en Arkansas. Elle n'eut jamais d'autres enfants, ne se remaria jamais, et ne manifesta plus jamais aucune joie ni espoir. Les autres esclaves la décrivaient comme une femme qui était morte à l'intérieur le jour où elle tua sa fille. Elle parlait rarement, sauf lorsqu'on l'interrogeait directement. Elle travaillait mécaniquement, mangeait le strict minimum pour survivre et passait ses nuits à contempler le ciel. D'autres esclaves racontaient qu'ils l'entendaient parfois murmurer des noms, Mary, Samuel, Silas, comme si elle parlait à des fantômes. Dans l'une des rares lettres qu'elle put envoyer, Margaret écrivit à un journal abolitionniste « Les gens m'appellent meurtrière, mais j'ai sauvé mes enfants. Ils voulaient que Mary soit violée jusqu'à mourir en couche. Ils voulaient que Samuel soit fouetté jusqu'à perdre son humanité. Ils voulaient que Silas grandisse sans amour. Je leur ai donné la seule chose que je pouvais offrir, la paix. » Margaret Garner mourut en 1878, à l'âge de 44 ans, de pneumonie. Ses dernières paroles, selon la femme qui prit soin d'elle, furent « Marie, Samuel, Silas, maman arrive ». L'histoire de Margaret Garner est devenue l'un des cas les plus célèbres et controversés de l'ère de l'esclavage américain. Sa décision désespérée de tuer ses propres enfants pour les « sauver » de l'esclavage a révélé les profondes contradictions morales d'une société qui traitait les êtres humains comme des biens. Pour les abolitionnistes, Margaret était un symbole de la brutalité inhérente à l'esclavage, un système si cruel qu'il poussait les mères à préférer voir leurs enfants morts plutôt qu'esclaves. Pour les défenseurs de l'esclavage, elle représentait la nature sauvage des Noirs, qui avaient besoin de la civilisation de l'esclavage pour contrôler leur instinct primitif. Mais peut-être que l'interprétation la plus juste est que Margaret Garner a été confrontée à un choix impossible, créé par un système impossible, dans une société où les enfants noirs n'avaient aucun droit, où ils pouvaient être vendus, violés, torturés et tués à tout moment. Une mère désespérée choisit de donner à ses enfants la seule chose qu'elle pouvait offrir, une mort rapide plutôt qu'une vie de souffrance. Mary fut enterrée dans un petit cimetière à Cincinnati avec une simple pierre tombale indiquant seulement « libre enfin ». Samuel et Silas, qui moururent des années plus tard dans des circonstances distinctes, n'eurent pas de pierre tombale. Margaret fut enterrée dans une fosse commune en Arkansas, sans marque ni mémorial. Plus de 160 ans plus tard, l'histoire de Margaret Garner continue de susciter débats et réflexions. Elle n'était ni une sainte, ni une vilaine. C'était une mère désespérée qui prit une décision désespérée dans des circonstances désespérées. Son acte ne peut être jugé selon les normes morales habituelles, car il fut commis dans un monde où ces normes n'existaient pas pour des personnes comme elle. La véritable tragédie n'est pas que Margaret ait tué sa fille. La véritable tragédie est qu'elle ait vécu dans un monde où cela semblait l'option la plus aimante disponible pour une mère.